Stop acting so small, because you are the universe in ecstatic motion. Une introduction où j'ai vu peu de monde pianoter sur son téléphone. Yannick, vous avez fini par cette comparaison avec la drogue dure, et c'est même pour vous, ça n'est pas une comparaison, c'en est une. C'est dire tout ça au Web Today, c'est comme s'il y a un congrès de cocaïnomanes, on invitait un médecin pour dire que la drogue tue. Le Web Today comment dire, travaille sur le numérique, sur le web, et c'est son évolution depuis qu'il existe, d'évoluer vers un festival social. C'est-à-dire il y a des sujets qui sont plus business, qui sont plus tech, qui concernent plus ça, mais qui concernent des sujets de société qui intéressent à la fois citoyens et professionnels, le citoyen dans le professionnel et vice-versa. Cette table ronde, comme celle d'avant, en est une, et comme toutes celles sur la santé qui couvrent cet après-midi. Nous allons nous intéresser aux applications, c'est le thème de cette table ronde. Les apps mobiles nous rendent-elles malades? On l'a vu, Yannick élargit ça évidemment au téléphone lui-même. Le téléphone est porteur de ces applications, il est créé pour supporter des applications, donc j'imagine qu'on parlera de l'un ou l'autre indifféremment. Je vais présenter nos trois invités très rapidement, et puis je vais vous demander de vous présenter un peu plus en détail. De droite à gauche, Marie-Pierre L'Hôpitalier. Bonjour, vous êtes avocate. Du cabinet Partema, qui est un cabinet à Nantes. Vous êtes avocate sur une spécialité en particulier? Oui, bonjour à tous. Oui, avocat à Nantes. Alors le cabinet est également à Rennes et à Paris. Voilà. C'est pour les petits... Enfin, pour les parthémiens qui sont quand même à Rennes et à Paris, il ne faut pas les oublier. Moi, j'interviens en propriété intellectuelle et digitale. Et le cabinet est assez, je dirais, couteau suisse du chef d'entreprise. Donc, vous retrouvez la fiscalité, le droit des sociétés, le droit social. Voilà. Merci. À côté de vous, Mégane. Bonjour. Mégane Bariol-Blondet, vous êtes psychologue. Oui, c'est ça. Je suis psychologue, psychothérapeute et cyberpsychologue aussi. Et cyberpsychologue, c'est le truc qui m'a le plus titillé dans votre présentation. Ça marche bien. Alors du coup, je vous demande sur quel sujet travaillez-vous en particulier? En fait, ça vient du mot cyberpsychologie qui initialement est utilisé encore une fois un peu de manière provocatrice, mais c'est une nouvelle discipline qu'on essaie d'instaurer avec quelques professionnels psychologues, psychiatres, pour essayer de comprendre un peu les effets du numérique, mais aussi des technologies sur l'homme, nos relations, à la fois les psychopathologies qui peuvent y être associées ou qui trouvent leur mode d'expression par la technologie, mais aussi comment on les utilise éventuellement dans les nouvelles formes de thérapie. Parce que du coup, donc, je suis psychologue, psychothérapeute, et je pratique la médiation jeux vidéo avec des jeunes adolescents, jeunes adultes. D'accord, donc vous allez un peu nous raconter ce qui se dit dans vos consultations? Je garderai la confidentialité des échanges, mais je peux en tout cas parler de tendance effectivement dans ce qui se passe. Très bien. Et Marie-Pierre, vous allez nous parler un peu de ce qui se dit avec vos clients? Comptez sur moi. Ah, j'ai cru que vous alliez parler comme Mégane, de dire je garderai la confidentialité, mais non, on aura des noms. Excellent. Et Timothée Godineau-Leroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de produit dans une boîte qui s'appelle Tribe, The Tribe. The Tribe, ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est une agence qui développe des applications mobiles et du web. Et du coup, moi, je suis product manager, donc effectivement, un des concepteurs d'applications mobiles. Et j'interviens beaucoup auprès de la cible professionnelle, donc en B2B, mais j'utilise en tout cas les mêmes techniques pour captiver l'attention de mes utilisateurs que ceux qu'on connaît dans le grand public. Comment vous vous sentez là?
Pas très bien. Pas très bien. C'est vrai que c'est pas une place facile. Il y a un siège libre si vous voulez. J'aurais été encore plus isolé là-bas, je crois. C'est vrai que symboliquement, c'était pas terrible. Non, sans blaguer, comment vous réagissez aux propos d'Yannick et aux propos des médecins en général sur les conséquences de l'usage abusif du mobile dans notre société sédentaire? Je veux pas paraître cynique, mais ce sont des questions que j'ai été amené à creuser spécialement pour cette table ronde. Autrement dit, c'est des questions que je ne me pose pas dans la pratique quotidienne de mon métier et dont j'ignore les effets néfastes quand l'utilisation est évidemment excessive. C'est une confidence sincère et honnête de votre part. Et du coup, vous avez travaillé pour cette conférence. Vous avez donc pris du recul pour la première fois sur ce que vous faisiez. Et qu'est-ce qui a émergé de cette réflexion? Il y a beaucoup de choses, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui sont qu'on est capable de mettre en place pour se prémunir et faire attention justement aux piliers que vous évoquiez tout à l'heure. En l'occurrence, dans ce que j'ai pu lire et partager avec les uns et les autres avant de monter sur scène, il n'y a pas eu spécifiquement dans mon approche un déclencheur de me dire « Ah oui, on peut créer quelque chose de différent ». Et ceux qui ont voulu le faire, par exemple Snapchat, quand ils ont lancé leur application, ils étaient vraiment de bonne foi en disant « On va faire un produit différent de ceux qui existent, de Facebook, de Twitter, sans publicité ». Et ils ont viré... Le succès, ils ont le succès qu'on connaît. C'est ça que vous voulez dire. Marie-Pierre, Yannick Guillodeau a fait le parallèle avec la loi E20, oui. 91, c'est ça? Je sais. Oui, c'est ça, 91. 91 oui. Est-ce que vous, ce parallèle vous touche aujourd'hui? Est-ce que, de ce que vous connaissez de l'encadrement de l'usage des mobiles, qui est pour l'instant limité, est-ce que vous pensez qu'on peut évoluer vers quelque chose comme la reconnaissance d'une addiction et donc un encadrement légal, je ne sais pas, d'ici 5-10 ans, voilà, on fait un scénario prospectif. Est-ce que ce scénario cette comparaison qu'a fait Yannick, elle est transposable sur le cadre légal à l'avenir? Alors, il est intéressant de comparer les deux. Cela dit, ce n'est pas 5-10 ans, ce sera vraiment dans très très longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, en regardant un petit peu, justement, parce que je voulais parler de la cigarette comme Yannick, oui, bien sûr. Et figurez-vous qu'on a trouvé qu'en 1699, vous avez bien entendu, 1699, on avait les médecins de la faculté de Paris qui disaient « Le tabac, j'ouvre les guillemets, le tabac abrège la vie ». Bon, je vous laisse comprendre ce que je viens de vous dire. En fait, aussi, 1991, mais 1976, on a une loi Veil qui dit également en 1976, il faut mettre sur les paquets, il faut mettre des alertes, etc. Et en fait, cette loi, elle est tombée en désuétude, personne ne l'a utilisée, enfin, personne ne l'a mise en pratique. Après, il y a 91, mais, donc effectivement, c'est une avancée, mais qu'est-ce qu'on se rend compte? Que jusqu'en 2009, on pouvait vendre des paquets de cigarettes aux mineurs, alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas, depuis 2016, je crois. Enfin, c'est très récent. Non, je dis peut-être une bêtise, 2009-2016. Mais je veux dire, jusqu'en 2009, on pouvait encore... Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un interrogatoire sur les dates. Je serais pas testée. Non, vu que vous êtes parti en 1699, ouais, c'est ça. On vous excuse sur une erreur de 5 ans. Non, d'accord. Non, mais vous voyez, donc, ce n'est pas forcément une bonne idée de prendre la cigarette comme exemple. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est que le gouvernement, enfin l'État, les politiques ne réglementent pas tout. Il faut, comme vous dites Yannick, des lobbies pour faire avancer les choses. En fait, on sait très bien que pour la cigarette, ce sont les lobbies qui ont tout freiné. Également, et ils sont encore là pour freiner, parce qu'on aurait pu éradiquer de manière un peu plus certaine cet usage de la cigarette qui tue, encore bien sûr. Et vous savez que ça coûte encore très cher, puisque la France, c'est un budget de 122 milliards, tous les conséquences négatives du tabac. Donc je ne sais pas si la cigarette est une bonne, un bon parallèle. Ouais, un bon parallèle pour essayer d'encadrer peut-être l'usage du smartphone et des applications. Voilà.
J'ai oublié de me présenter, puisqu'on a un peu défriché vos personnalités. Je m'appelle Jean Chabot et je suis journaliste. Je suis avec vous pour l'heure qui vient, même jusqu'à 17h pour les autres interventions et tables rondes. Et voilà, mon rôle, c'est de poser les questions. Vous avez vu. Comment dire, nous avons d'autres micros dans la salle qui sont portés par voilà, mon collègue à votre droite. Il vous suffit de lever la main, et ma collègue à gauche également. Il y a 2 micros dans la salle. Vous levez la main quand vous voulez pour poser une question, apporter un témoignage. Voilà, c'est pas réservé aux 5 dernières minutes. Vous êtes les bienvenus quand vous le souhaitez. Mégane, qu'est-ce qui se dit alors dans votre cabinet? Comme vous avez entendu Yannick Guillodeau parler tout à l'heure, est-ce que vous êtes autant à charge sur le téléphone mobile et ses effets au vu de ce que vous voyez dans votre cabinet? Alors oui, je remarque bien qu'il y a des vraies difficultés... Parlez bien près du micro, s'il vous plaît. Oui, pardon. Je remarque qu'il y a des vraies difficultés, effectivement, à laisser son téléphone et les écrans d'une manière générale, mais j'ai envie de dire que c'est pas un sujet récent. Évidemment, ça s'étend parce qu'on l'a en poche, en fait, tout le temps. Mais c'est vrai que moi, je ne me situe pas du côté de l'interdiction, parce que je pense que c'est très difficile, en fait, individuellement, de pouvoir s'imposer autant de restrictions. Par contre, je l'utilise en me disant que c'est un formidable espace où il y a matière en fait à réfléchir et penser. Qu'est-ce que les gens vont consulter dessus en fait? Comment ils l'utilisent cet outil-là? Est-ce que vraiment il prend trop de place? Est-ce qu'au contraire il va empêcher ou favoriser le lien social? Et donc, vous avez des réponses à ces questions? Alors, aussi particulières que sont mes patients, mais chacun a un rapport à l'écran qui est très très différent. Mais moi, ce qui va me permettre finalement de définir si c'est problématique ou pas, c'est effectivement l'usage. Il y a des parents qui viennent par exemple me voir très paniqués parce que leur enfant passe beaucoup trop de temps sur leur écran. L'ado, il se sent pas compris, pas entendu dans ce qui est important pour lui. Moi, je vais essayer d'avoir une position un peu entre deux pour essayer de comprendre les inquiétudes du parent, comprendre aussi ce que le jeune essaie de trouver derrière son écran. Quand il s'agit des jeux vidéo, parfois, il s'agit effectivement de continuer à faire du lien avec les copains. Le smartphone, c'est pareil, c'est des fois trouver des réponses à des questions qu'on se pose sur en fait des problématiques sociales, des enjeux de sexualité qui ne sont pas forcément abordables en fait dans d'autres cadres. Donc le jeune, il va essayer de trouver une forme d'intimité derrière le pseudonyme, avec l'anonymat, ça c'est possible. Moi, mon enjeu à moi, c'est plutôt d'essayer de rétablir le dialogue pour qu'il puisse se faire dans la relation thérapeutique en fait, et qu'on arrive progressivement à sortir de l'écran. Ce qu'on avait fait même avec un psychologue, un collègue infirmier du CMP où je travaillais auparavant. CMP, Centre médico-psychologique. C'est des lieux de soins ambulatoires où effectivement les jeunes peuvent venir consulter. Il y a aussi des groupes thérapeutiques qui sont prévus. Et on avait fait le pari de lancer un groupe smartphone en disant finalement que le smartphone était bienvenu dans le groupe du moment où il faisait support à communication entre nous. Parce que vous vous étiez dit que l'interdire était en fait contre-productif par rapport à votre objectif, peut-être? Oui, complètement. Et puis ça venait aussi, je pense, d'une observation assez personnelle. Je trouvais que c'est un sujet qui n'est pas assez accueilli, en fait, même en entretien avec les jeunes. Après, il y a aussi une question de génération. Hein. C'est de plus en plus le cas parce que forcément, les jeunes psychologues ou personnels soignants ont grandi avec ça. Mais je trouve que ça manquait. Et finalement, on se retrouvait à jouer à nouveau le rôle du parent qui interdit, qui juge sur le fait qu'on utilise un outil interdit, quoi. Donc, on ne parlait pas des sujets qui pouvaient être très intéressants sur ce support. Donc, vous êtes dans vos consultations beaucoup d'ados? Alors, en ce moment, non, j'ai une majorité de jeunes adultes, mais oui, j'ai le CMP enfants-adolescents, c'était majoritairement des enfants et des adolescents. Une double question pour vous et Yannick. Qu'est-ce qu'on sait de la différence de malléabilité, de constitution du cerveau entre l'adolescent et l'adulte? Je préfère laisser la réponse au médecin. Est-ce que je peux plomber la... Mais ça y est, c'est déjà fait. Ouais, d'accord. Moi, je me retiens de prendre mon Valium, là. Alors, on y va. Non, ceux qui sont vraiment curieux, il faut lire ce livre qui est absolument à charge, alors plus à charge que moi, qui s'appelle « La fabrique du crétin digital » de Desmurger. 1800 références bibliographiques dans ce livre. 1800 références bibliographiques référencées, comme on dit en médecine, donc c'est du lourd. Comme on dit, c'est du très lourd. Alors lui, il écrit à charge encore plus que moi. Hein, mais il nous dit une chose, Desmurger, c'est que le digital natif, c'est-à-dire que cet enfant qui serait soi-disant plus habile, plus curieux, avec un plus grand cerveau, enfin bref,
n'existe pas. N'existe pas. C'est un consommateur natif. Lui, il parle de décérébration à haut niveau. Il ne faut peut-être pas exagérer, mais il n'existe pas. On s'ébahit devant un enfant de 2 ans qui scrolle. Regardez, docteur, il sait faire tout seul. Mais il sait faire plein de choses, un enfant de 2 ans. Il sait mettre 2 cubes l'un sur l'autre et on ne s'étonne plus qu'il mette 2 cubes l'un sur l'autre. Mais on s'étonne qu'il sache scroller. Moi, ça me rend fou, ça. Moi, ça me rend fou, ça. D'accord ? C'est-à-dire que... Et puis, il y a un marqueur, alors, qu'on n'aime pas tellement, c'est vrai, mais quel marqueur scolaire. Hein, l'école ne montre pas tout, mais on montre bien que... Alors là, les relations sont nettes. Il y a une corrélation, comme on dit au niveau scientifique et statistique, une corrélation nette. Plus vous êtes devant un écran de loisirs, un enfant, moins ses résultats scolaires sont bons. Alors on va dire, c'est un marqueur, les résultats scolaires. Mais en France, ça reste un marqueur important quand même. D'accord ? Ça reste un marqueur important. Donc voilà. Et là, il y a une dernière étude qui vient publier de l'INSERM, qui montre, alors de mémoire, 140 ou 150 patients, qui montre que le cerveau est moins gros, entre guillemets, chez les gros consommateurs de smartphones par rapport à ceux qui ne consomment pas du smartphone. C'est pour ça, quand je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas où va l'espèce humaine, moi. Je ne sais pas où elle va, moi. Mais quand l'INSERM vous dit que le cerveau de ces enfants et donc en IRM active est moins performant, ça fait peur. Alors est-ce que l'adulte, lui, il est protégé, davantage protégé de ça par la maturité de son cerveau ? La réponse est oui. Là, la réponse est oui. Alors, par contre, ce qu'on ne sait pas en médecine, je vous fais très très courte, mais nous, en médecine, il y a les études d'observation et les études d'intervention. Les études d'observation, d'année en année, on observe ce que ces enfants donnent, d'accord ? Mais le smartphone, il date de 2007 ou un truc comme ça. Donc on a très peu de recul. Et en fait, en médecine, nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir des études d'intervention. Mais les études d'intervention, on ne pourra jamais les faire. Une étude d'intervention, c'est quoi ? Alors, comme vous disiez tout à l'heure, les lobbies, pour le tabac, ils nous ont dit, les médecins circulés, il n'y a rien à voir, vous n'avez jamais fait d'études d'intervention. L'étude d'intervention, ça serait quoi ? C'est de prendre des enfants, une cohorte d'enfants de 1 an à 10 ans, par exemple, et pendant 5 ans, aucun ne regarde 1 minute le smartphone. Et une autre cohorte, pendant 5 ans, il serait à libitum au niveau de smartphone. Et au bout de 5 ans, on voit la différence. C'est ce qui nous a été reproché sur le tabac, de dire vous n'avez jamais fait une étude d'intervention, qui sont les grandes études de médecine. Et donc là, elle existe ou elle est en cours sur le smartphone ? Ça ne se fera jamais. Au niveau éthique, on n'est pas Didier Raoult, nous. Au niveau éthique, c'est interdit. Au niveau éthique, c'est interdit. C'est interdit de faire ça. Donc, alors, on ne saura jamais dans l'intervention... Et donc, c'est année après année qu'on se rend compte de ça. Or, moi, le vieux monsieur que je suis, oui, j'ai fait 40 ans, première 40 années de ma vie, sans smartphone, sans puissance de l'écran de loisir. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, excusez-moi, juste pour comprendre, vous dites au niveau éthique, ce ne serait pas possible parce que ce serait limiter la liberté des enfants Ah oui, quand vous déposez une étude, quand vous faites une étude, vous devez la déposer au comité d'études. Alors, ce que je dis sur Raoult, c'est pas... Mais... et puis, le comité d'éthique vous dit, vous avez le droit de faire cette étude, vous n'avez pas le droit. Là, si je vous présente une étude comme ça, je n'ai pas le droit. Oui, mais dites-moi pourquoi ? Parce que le comité d'éthique ne veut pas qu'on manipule les enfants comme ça. Parce qu'on a suffisamment d'éléments que donne Desmurger pour dire que mais vous êtes fou de faire une étude comme ça. Oui, je comprends. Mégane ? Oui, non, je disais qu'effectivement, c'est compliqué. Enfin, je suis d'accord avec vous, c'est très compliqué d'avoir des vraies études. En fait, la tech va beaucoup trop vite par rapport aux études scientifiques, ça c'est sûr. Donc, pouvoir affirmer des choses, c'est pas toujours simple. Ça semble évident comme ça, mais la validité scientifique, c'est encore autre chose à obtenir. Par contre, il y a quand même des recommandations sur la logique des écrans. Il y a quand même les 3, 6, 9, 12 qui a été porté par Serge Tisseron, psychologue. Psychiatre. Pardon. Psychiatre, qui d'ailleurs travaille aussi beaucoup sur le rapport de l'homme à la machine, d'une manière globale, à la robotique. Il y a un de ses anciens doctorants qui donc aujourd'hui est docteur, Olivier Duris, qui a aussi travaillé sur la place du robot dans un groupe compte avec des enfants autistes. Donc c'est quand même des gens qui essaient de travailler de manière très sérieuse sur ces sujets-là pour essayer de comprendre quels enjeux, effets négatifs mais aussi positifs on peut avoir avec cette technologie-là. Mais bon, il y a quand même les recommandations, effectivement, moins de 3 ans, pas d'écran. L'enfant, il a besoin de relations, en fait. Le 3, 6, 9, 12 dont vous parlez, c'est 3 ans, 6 ans, 9 ans, pas d'écran avant 3 ans,
15 minutes par jour maximum jusqu'à 6 ans. Oui, alors franchement... Pas de smartphone avant 9 ans ou quelque chose comme ça. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant 3 ans, c'est la relation qui prime et l'exploration du monde sur un plan très corporel et sensoriel pour l'enfant. Donc en fait, ce qui est délétère, c'est pas tellement la présence des écrans dans l'environnement, c'est surtout que ce soit pas encadré et que ce soit pas accompagné en fait d'un dialogue et d'une conversation avec un autre être humain. Si vous laissez un enfant devant la télé, que ce soit interactif ou pas d'ailleurs, tout seul, ça peut être problématique. Si vous êtes avec lui pour discuter de ce qu'il a vu, essayer de comprendre et l'aider à digérer psychiquement ce qu'il a pu voir, l'enjeu est complètement différent. Donc là, on parle du cerveau, enfant, ado, adulte. Timothée, j'aimerais vous entendre sur ce sujet, puisque en tant que concepteur produit, les données neuro vous intéressent. Enfin, il y a certains résultats de comportement consommateurs qui vous intéressent et qui sont liés à la composition du cerveau et aux réactions et aux satisfactions que reçoit le cerveau. Ouais, complètement. En fait, on est un duo quand on travaille sur la conception d'une application mobile. On va travailler avec un product designer. Son travail à lui, ça va être notamment de travailler sur la désirabilité du produit numérique, donc rendre le produit désirable. Et pour ça, on va d'abord travailler sur le dessin de notre utilisateur de demain, l'utilisateur idéal. Donc c'est comme un portrait robot en quelque sorte de qui on veut attirer sur notre application. Sauf que dès cet instant, quand on fait ce travail-là, donc c'est le travail des personas, c'est comme ça que ça s'appelle chez nous, on va travailler sur essayer de comprendre quelles sont ses sources de satisfaction. Donc en gros, tout ce qui, chez cette personne, déclenche dans son cerveau, libère de la dopamine, et donc une molécule de plaisir qui lui donnera envie de revenir demain sur l'application pour continuer à explorer. Ça, on ne le fait pas dans un but malsain ou dans un but pervers. Ouais, pas du tout. Puisque la contrepartie de ça, c'est qu'on va aussi explorer toutes ces douleurs à cette personne et d'essayer de comprendre comment nous, on peut améliorer une douleur que cet utilisateur rencontre. Donc, par exemple, j'ai pas envie de faire 300 mètres pour trouver la première boulangerie. Je veux trouver la première boulangerie à 100 mètres. Oui. On va répondre à cet enjeu-là. Mais Yannick est chasseur-cueilleur, donc il va pas à 300 mètres. Il va à Limoges chercher son pain, si j'ai bien compris. Non, mais satisfaire, donc excusez-moi, je vous coupe, mais c'était pas du tout mal intentionné. Donc vous dites satisfaire finalement la fainéantise du cerveau qui a besoin d'aller à l'endroit le plus proche pour fournir le moins d'efforts possible. Clairement, mais on s'attache du coup en neurosciences, et c'est ça que vous êtes en train de questionner. On va s'attacher, mais de manière peut-être inconsciente aussi, et inconsciente dans tous les sens du terme, à travailler sur la capacité de notre cerveau à libérer cette molécule de plaisir, qui est la dopamine. Et il y a plusieurs marqueurs qui sont intéressants pour nous. Le premier, c'est que le cerveau aime la répétition. Donc, quand vous êtes en train de jouer à Candy Crush, on est clairement dans un modèle répétitif qui satisfait et qui procure cette dopamine qui nous met dans un état bien, quoi. En vrai, on est très satisfait sur l'instant. Il y a autre chose, c'est le fait que notre cerveau, vous parliez tout à l'heure de nos ancêtres préhistoriques, en réalité, à cette époque-là, la recherche d'informations, quelle qu'elle soit, était une question de vie ou de mort. Donc, en gros, voir une trace d'un animal dans la savane, est-ce que c'est un prédateur ou pas? Et en fait, l'être humain à l'époque, en tout cas son cerveau, était récompensé par le fait de trouver cette information-là, par la dopamine, encore une fois. Et en fait, aujourd'hui, on est exactement dans le même processus. Le cerveau aime la recherche d'informations et aime la recherche d'informations de plus en plus. Typiquement, l'invention du scroll infini, vous en parliez tout à l'heure, il vient nourrir aussi, donc c'est un type de fonctionnalité, enfin un type d'usage qu'on propose aujourd'hui, qui vient nourrir cette capacité de notre cerveau à libérer cette dopamine et à nous mettre dans un état satisfaisant. Et alors vous nous avez dit, pour préparer cette table ronde, on a échangé par mail, et vous nous avez dit que l'inventeur du scroll infini s'était repenti.
Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Tout à fait. Alors, il n'est pas le seul. Hein. Il y en a plusieurs qui, sur leurs inventions d'origine, se disent après un peu de recul et surtout l'usage qu'on en fait nous au quotidien. Hein. L'inventeur, il compare le scroll infini comme un verre de vin qui ne se finirait jamais et qui se remplirait par le fond. C'est les mots qu'il emploie. Et lui, sur sa propre machine, il a développé un anti-scroll. Donc une fonctionnalité qui rend plus difficile le scroll pour se prémunir justement des méfaits du scroll infini sur... Mais les dealers ne consomment pas leur propre drogue, c'est connu. Donc lui, il a ça pour se bloquer, il a ça pour ses enfants, tout va bien. Oui. Okay. Il y a eu à une époque une série d'articles, je me souviens, sur des gens qui étaient passés par Facebook, un ancien directeur de produits de chez Facebook qui avait dit je protège mes enfants de cette merde. Bill Gates. On a la même chose chez Snapchat. Enfin, on peut retrouver au fur et à mesure du temps qui passe le repenti des différents créateurs du numérique. Oui. Et le créateur du mobile. Alors, vous aviez qui a 94 ans aujourd'hui. Ok. Donc lui, il a créé le mobile il y a 50 ans. Mais c'est un gars qui a... Je comprends pas déjà, le mobile, on le doit à un gars. Ouais, on dit que c'est le père du mobile. Ouais, c'est comme ça. Encore des journalistes. Alors, donc ce monsieur... Il hallucine aujourd'hui de nous voir, c'est l'image qu'il prend, hein, traverser la rue en regardant notre téléphone. Et il dit, mais on est devenu complètement cinglé, quoi. Donc oui, et même cet objet que j'ai dans ma poche, son créateur se pose des questions aujourd'hui, quoi. Ça fait, je me souviens, vous disiez 2007, le premier smartphone, je me souviens des comparaisons avec la cuisson d'un œuf. Vous vous souvenez, on se demandait si le téléphone n'avait pas la faculté de cuire les œufs, et il y en a qui le prouvaient sur des documents. Et je me souviens déjà de me dire si c'est vrai, d'en parler, et d'avoir le sentiment d'être à contre-courant de l'histoire. J'ai encore l'impression aujourd'hui qu'il y a un courant dominant qui est le discours des créateurs de techniques et d'innovation, de dire c'est le sens de l'histoire, de dire qu'on doit utiliser ces appareils et que si on a les propos qu'on a à cette table ronde, par exemple, on est rétrograde, on est tout de suite caricaturé comme anti-modernité. Est-ce que vous sentez que ce phénomène, cette culture a tendance à disparaître ou est-ce que c'est encore prédominant? La question vaut pour tous, hein, c'est un... Vous commencez Timothée et puis après Marie-Pierre. En l'occurrence, le fait par exemple qu'il y ait cette table ronde aujourd'hui, pour moi c'est le début d'une ouverture au dialogue sur les conséquences des usages. Mais en fait, c'était trop récent avant pour qu'on se dise faut pas y aller. En fait, je vais parler pour moi. Hein. Je suis quelqu'un de factuel. J'ai besoin de voir est-ce qu'il y a un résultat à la fin. Ah mince, le résultat il est mauvais. Alors, sur la santé des gens. Bon, on va peut-être réfléchir différemment. Mais jusqu'à présent, on n'avait pas ces données-là en fait. C'est ce que vous expliquiez tout à l'heure sur les types d'études. Marie-Pierre. En droit, on peut regarder. En fait, c'est vrai qu'on est sur de la liberté, donc on explore, et d'ailleurs, c'est l'innovation. Donc, on est dans l'innovation, dans la liberté, et ça, c'est à protéger. Enfin, ça fait partie de notre vie et de nos valeurs, nous occidentaux en tout cas. Et c'est vrai qu'ensuite, le droit intervient. Ça, j'ai pensé, quand on parlait de la dopamine, à, vous savez, le phénomène de dropshipping. Le dropshipping, où vous étiez sur... Maintenant, donc, c'était déjà illégal, mais en fait, on n'en parlait pas trop. Mais là, ça devient, il y a des décisions de justice maintenant. Bon. Le dropshipping, c'était en fait, vous étiez sur un site qui vous jouiez à une roue. Je ne sais pas si vous avez eu cette expérience-là. Enfin, et en fait, on vous promettait de gagner quelque chose. Et bien sûr, vous gagnez quelque chose. Et en fait, de façon formidable, vous n'en gagnez par exemple pas une montre, mais 3 montres. Et on vous disait, écoutez, vous avez gagné 3 montres, c'est formidable. Vous avez juste à payer la livraison. Et vous, heureux, dopamine, plein le corps, vous disiez, c'est formidable, j'ai gagné 3 montres aujourd'hui. Alors c'est combien la livraison? C'est 60 €. Non, c'était moins, j'exagère. 35 €. Ouais, 35 €, 3 montres, super. Et en fait, c'était des montres à 50 centimes, malheureusement chinois, je veux pas, je désigne personne, hein, mais voilà, ou du Bangladesh, je sais pas. Et c'était ça, bien sûr, c'est interdit. Mais vous voyez, il y a eu cette innovation,
Bon, les gens qui faisaient ça n'étaient pas forcément des mécréants, hein. Voilà, plutôt des jeunes start-upers. Voilà. Et puis, en fait, on leur dit non, ça, c'est pas bien. Vous exploitez la dopamine de manière mensongère. Donc, voilà, j'avais un autre exemple en tête et puis je ne l'ai plus. Il est sorti. Il est sorti. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est que le droit intervient de toute façon. Il y a des principes de droit qui est le mensonge, les manœuvres mensongères, la concurrence déloyale, qui évidemment existent et peuvent intervenir. C'est-à-dire que s'il y a trop de manipulation sur une application, le droit pourra intervenir sur ses fondamentaux. Voilà. Ok. Avez-vous des questions, des remarques, des envies de parler? Oui. Il y a quelqu'un qui a... Ouais, prenez le micro. Bonjour. Bonjour, enchantée. Valériane, du coup. Alors, à la base, moi, j'avais voulu parler, c'était quand Timothée avait parlé. C'était notamment du fait, c'était sur la dopamine, et je pense que ça avait beaucoup plus de sens à ce moment-là, mais c'était un peu la question de dire, en fait, je pense que même si notre cerveau est fait pour réagir à la dopamine et tout, je suis pas certaine qu'il faille toujours aller là-dedans, parce que je suis persuadée que si je prends de la cocaïne, j'en serais très ravie. Je pense que par contre, prendre de la cocaïne de façon répétitive et que de me faire inciter, moi, à prendre de la cocaïne par des aspects extérieurs, serait totalement délétère, en fait, sur ma vie. Et je pense que même si... notre corps et notre cerveau ont des comportements qui tendent à privilégier. Par exemple, j'adore bouffer du Nutella, j'adore boire du Coca. Si je fais ça pendant 3 ans, clairement, j'ai un diabète de type 2 très rapidement. Donc voilà, c'était un peu d'ouvrir cette réflexion, de dire, même si c'est un comportement, on va dire, que la nature aurait tendance à favoriser, est-ce que c'est vraiment une bonne chose ou pas, quoi. Donc là, vous dites que par la force de la volonté, vous arrivez à vous en passer? Non, pas que. Il suffit de vouloir ne pas consommer pour ne pas consommer? Non, parce que je pense qu'il n'y a pas d'incitation. Je veux dire, là, par exemple, dans mon quotidien, là où je vais, j'ai pas d'incitation à prendre de la cocaïne. Ah bah, il y en avait à l'entrée, pourtant. Mince alors. Madame à côté, enfin bref. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, pour le Coca, aujourd'hui, il y a des... C'est intéressant. Par exemple, je ne fais plus mes courses en supermarché parce que sinon j'achète du Coca et du Nutella. En ayant du coup des courses faites en ligne, j'ai pas de tentation, je sais ce que j'enlève de mon panier. Voilà. Du coup, je pense qu'il y a vraiment, c'est ça, un débat à avoir et une balance en fait sur à quel moment c'est utile et à quel moment ça enfonce. Oui, Marie-Claire. Juste 2 secondes, c'est exactement ce que vous dites, c'est exactement ça. C'est qu'il faut arbitrer, c'est le principe de proportionnalité entre la liberté de chacun, avec sa propre vision, sa façon de vivre, ses faiblesses, voilà, et sa propre responsabilité, et évidemment la réglementation, parce qu'il faut aussi alerter, etc. Enfin, je pense que ça rejoint. Il y avait Bec BD qui disait la liberté, néanmoins, la liberté, c'est juste un mauvais moment à passer. Putain, il parle bien, le gars. C'est la différence qu'il y a entre ce qu'on appelle la promotion de la santé. La promotion de la santé vous envoie des grands slogans. Bon, fumez-tu, boum, il faut manger 5 fruits et légumes, boum. Ça, c'est la promotion de la santé qui vient d'experts, qui transforment des slogans et puis qui vous balance ça. Ça ne mange pas terrible, hein. On est un quart des gens fument encore en France, un quart des gens boivent trop, donc bon, voilà. Et puis les fruits et légumes, n'en parlons pas, c'est une catastrophe. Bon. Mais l'échelle au-dessus de la promotion de la santé, c'est la prévention. Et la prévention, là, on touche à l'individu. Et dans la prévention, on doit faire beaucoup plus par rapport à la promotion, qui sont des grands slogans, beaucoup plus faire du cousu humain. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte des faiblesses des individus, il faut tenir compte de leurs antécédents, surtout du niveau socio-économique. Parce que ce qui m'énerve dans le smartphone, quand même. Allez, attendez, finissez votre propos et après vous allez parler des injustices sociales liées au smartphone. Non, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que ça touche toujours le niveau socio-économique le plus bas. Ouais. C'est-à-dire que plus j'ai un niveau socio-économique bas, plus je fume. Plus j'ai un niveau socio-économique bas, plus je mange une mauvaise alimentation. C'est là qu'à chaque fois, on creuse des inégalités sanitaires et sociales. Et ça me rend fou, quoi. Ça me rend fou. Donc la promotion de la santé, c'est une chose. La prévention, c'est je dois aller sur chaque individu, connaissant leurs faiblesses et en me disant, je vais essayer d'améliorer, de faire de la vraie prévention, de gagner, comme je vous ai dit tout à l'heure, les 7-8 années de vie en bonne santé. Mais ça, si je ne le fais pas, et en France, on ne le fait pas,
on creuse encore plus les inégalités sociales. C'est la différence entre la promotion de la santé, les grands slogans qui tombent d'en haut, qui sont justes, parce qu'ils ont été faits quand même par les comités d'experts et les grandes choses, et puis la prévention qui doit tenir compte de mes faiblesses à moi. Ici, c'est le Nutella, là, c'est autre chose. Et ça, on est déjà dans le médical. On est déjà dans quelque chose de beaucoup plus pointu que... c'est pour ça que la loi ne répond pas à ça. Voilà. Mais est-ce qu'un médecin comme vous s'intéresse à la limite légale de l'interdiction qu'il souhaite porter? Oui, je m'y intéresse, mais on se rend compte d'une chose. Ou est-ce que c'est pas son rôle, je veux dire? Non, c'est pas mon rôle. Ouais. C'est vrai qu'on se rend compte que la loi, malheureusement, elle sert pas à grand-chose, quoi. On le voit, par exemple, en Angleterre, où ils ont... C'est pas pour vous, Marie-Pierre. Non. On voit en Angleterre qui ont un taux d'obésité qui est pratiquement au niveau des États-Unis. 70% des Anglais sont en surpoids ou obèses. Oui. Nous, on est que à 50%. Enfin, on les rattrape. Et eux, ils ont légiféré. Ils interdisent, soi-disant, les boissons sucrées. Ils font des lois pour tout. Ça marche pas. Et on se rend compte que ça marche pas. Donc, le système de passer par la loi pour résoudre un problème qui est la mauvaise bouffe, l'alimentation industrielle et l'obésité, qui est un problème de santé absolument monstrueux, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas par la loi. Alors, voilà. Là, je vois actuellement la fameuse puff, la cigarette électronique des jeunes, qui est un scandale sanitaire. C'est-à-dire que cette cigarette électronique, au départ, nous, médecins, on était pour, parce que ça permettait de faire, d'éviter, de passer entre le tabac et le non-tabac. Bien évidemment, encore une fois, le marketing et les manufacturiers, ceux qui travaillent, voilà, ils ont créé une nouvelle cigarette, la pup, qui a un goût de friandise, qui est designée, il n'a rien dit, mais il est là, il est tout seul, qui est designé pour attaquer les adolescents. Et voilà, vous passez d'un produit qui normalement doit nous aider, nous médecins, à un produit qui lance les gamins, les puces ont la nicotine, qui lance les gamins dans la nicotine. D'accord ? Alors, on disait, tiens, avant il y avait le service militaire où les mecs arrivaient au service militaire, on leur distribuait des cigarettes, c'est disparu. On dit, bah non, maintenant on a créé la puff et on amène ces enfants dans une expérience d'addiction en leur disant que c'est un bonbon. Et bien sûr, tous les enfants sont pour une expérience d'addiction, on est tous d'accord, on s'est tous brûlé les ailes, hein, moi comme les autres, hein. Mais ils ne savent pas, ça arrive encore masqué, c'est de la nicotine. Ça y est, ils attaquent la nicotine. Et voilà, l'Australie l'a interdit, ainsi de suite. En France, on va réfléchir, on va faire une loi. Et malgré ces lois, comme c'est dérégulé, vous êtes d'accord avec moi, sur Internet, on peut quand même en acheter. Marie-Pierre. Oui, c'est absolument ça. La loi ne va... Alors, et en plus, la loi existe déjà. Donc, on fait des lois parce qu'en fait, les politiques aiment avoir leur nom... J'espère qu'il n'y en a pas dans la salle. Leur nom sur la loi, mais en fait, on a des grands principes en droit français. Hein. On a notre code civil, notre code de commerce. Enfin, je le dis à chaque fois parce que c'est tellement vrai et c'est tellement précieux. Donc, on n'a pas besoin de tout ça. Par exemple, je vous parle des influenceurs. Il y a une loi qui va arriver là sur les influenceurs. Qui sont-ils qui ne sont pas... Enfin, qu'est-ce qui n'est pas un influenceur non plus? Mais en fait, ça existe dans notre droit depuis très longtemps. Lorsque on fait de la publicité sur n'importe quel support, eh bien, il faut dire que c'est de la publicité. Lorsque c'est un témoignage ou alors le travail d'un journaliste... Normalement, tu dois me regarder là. Ah oui, le travail d'un journaliste. Bonsoir. Là, dans ces cas-là, eh bien sûr qu'on peut témoigner ou dire bah, j'ai vu, je fais un article là-dessus. Ça existe déjà. Eh bien non, on va faire une loi. Et là, c'est exactement pareil. Alors, je voulais juste vous dire qu'il y a un article dans le Code de l'éducation qui, en fait, dit qu'une fois par an, il faut informer les enfants, enfin les enfants collégiens et lycéens, une fois par an, sur les dangers de la drogue. C'est dans notre code de l'éducation. Donc, via le code de l'éducation, on peut peut-être élargir le champ, enfin, les intérêts, la discussion auprès des jeunes, peut-être. Mégane. Oui, non, je trouve qu'on a beaucoup dérivé sur l'enjeu addiction et finalement on parle peu des applications qui était aussi le sujet de cette table ronde. Moi j'ai l'impression que dans le problème il y a aussi une part de solution. Les applications créent l'addiction ? Pourquoi vous dites que c'est une dérive ? Je trouve qu'on peut avoir un discours plus nuancé. Et moi, mon propos, c'est justement d'utiliser le problème pour construire une solution. Il y a quand même des applications aujourd'hui qui favorisent la marche, il faut le savoir. On utilise la gratification cognitive aussi pour pouvoir... voilà. Vous utilisez ? Non. Alors, Mégane va poursuivre, mais vous utilisez ces applis ? Non, juste un mot pour ça. Parce que les gens peuvent croire que je suis contre. J'ai créé la première application qui s'appelait Bouge.
J'ai publié 5 articles, j'ai couru tous les congrès internationaux pour parler, j'ai cru à ça. Et alors, on prend pas mal non plus, hein, mais les ingénieurs qui ont travaillé avec moi avaient réussi eux aussi à m'intoxiquer. La santé, c'était tout ton métier que tu fais, Yannick, ça ne sert plus à rien. Nous, on arrive avec l'informatique, on va tout révolutionner. D'accord ? Je les ai crus. Oui. D'accord ? Comme j'avais beaucoup investi dans cette boîte, le comptable m'a réveillé et m'a dit non, t'arrêtes tout de suite. On n'obtient rien. J'ai créé Bouche Diabète, j'ai créé Bouche Grossesse, j'ai créé Bouche Senior, on n'obtient rien, on ne change pas le comportement des gens. Je l'ai publié, madame. Avec la certification. Qui plus est, j'ai montré une chose, c'est que sans humain, la seule chose qu'on a réussi à montrer, quand Bouche Grossesse, si c'était bien prescrit et bien suivi par une sage-femme notamment, ça marchait. Si c'était mal prescrit, là je balaye devant ma porte par un gynécologue, ça ne marchait pas. Ce qui prouve que s'il n'y a pas d'humain, mais c'est ce que disait Mégane tout à l'heure. Elle a dit que si on laisse le gamin devant l'écran tout seul, ça se passe mal, alors que si on l'accompagne et qu'on lui fait parler de ce qu'il a vu sur l'écran, ça se passe mieux. Oui, mais à niveau social bas, jamais vous n'aurez ça. Alors, Mégane. Oui, mais pourquoi ? Et pourquoi ? Parce que les gens, non, mais parce que les gens aussi sont dans une situation très difficile, qui sont déprimés. Quand vous avez un parent qui met son enfant devant la télé, c'est aussi des fois la seule solution qu'il peut trouver pour avoir un peu de repos après le travail qu'il a pu faire, qui n'est pas rémunérateur. Enfin, on ne connaît pas la vie des gens aussi, et je trouve que c'est très culpabilisant pour les parents, et ils m'en parlent énormément de ça, de ce rôle de responsabilité, enfin cette responsabilité qu'on leur donne. Ah oui, mais je pense que Yannick ne déplore pas que les personnes défavorisées proposent ça à leurs gamins, mais je pense que la solution... Que le système les oblige à ne proposer que ça. Mais le problème, du coup, on en vient toujours à la même chose. C'est pas l'écran. Le problème, c'est pourquoi, en fait, les gens mettent les gamins devant les écrans. Et qu'est-ce qui est fait pour que ces personnes se sentent mieux, qu'elles soient plus dans la relation, l'échange, et que l'écran soit juste un support de relation, et pas la relation en elle-même, la babysitter, quoi. Et c'est pareil avec les enceintes connectées, hein, d'ailleurs, aujourd'hui. C'est un autre sujet, mais... Il y a quand même une différence, c'est que avant, l'écran, enfin moi c'est l'explication que l'écran n'était pas actif. D'accord ? Alors quand j'ai fait beaucoup de débats avec des psychiatres et ainsi de suite, alors en plus ma fille est psychiatre, mais... en plus. Mais l'écran n'était pas actif. Quand on regardait Walt Disney, on pleurait avec Bambi, mais c'était pas actif, quoi. J'avais pas envie systématiquement de retourner en forêt à la fin du film pour aller vivre avec Bambi. Maintenant, les écrans sont actifs, il vous l'a démontré. Les écrans sont actifs. Et plus l'écran est actif, plus on est passif. C'est ça le problème. C'est-à-dire que l'écran actuellement est actif et il l'a démontré. C'est ça, c'est la différence entre une télé passive, un film de Walt Disney, qui sont des écrans passifs. Mais vous croyez que les discours modérés sont dangereux ? Les discours qui disent on peut quand même s'en servir, on pointe les dangers et on peut quand même s'en servir, comme propose Mégane. Et pourquoi on est arrivé au tabac tu ? Nous, moi j'ai fait mes études de médecine. Oui. Hein, d'accord ? On acceptait 5 cigarettes par jour. D'accord ? On acceptait 5. Hein, on disait 10 paquets à année, enfin je vous fais la truc, voilà. Et puis plus ça va, plus on se dit, et finalement on arrive 0. Oui. L'alcool, s'il n'y avait pas eu le lobby, on aurait dit 0. D'accord ? L'écran, je vais sortir de la salle vivant, comme on disait tout à l'heure, je n'ai pas envie de dire 0. Mais ça on redescend doucement. C'est pas un arrêt du jour au lendemain. Mégane, vous vous en servez ? Mégane. Il y a 2 façons d'arrêter de fumer. Il n'y a pas une façon d'arrêter de fumer ou de boire. Oui. Non, mais on revient encore sur le sujet de l'addiction, mais moi j'aimerais juste pouvoir faire exister aussi les applications qui permettent quand même d'améliorer un peu le monde. Je ne suis pas payée pour ça du tout, mais je trouve quand même assez intéressant dans la question de la santé mentale qu'il y ait des applications justement pour les personnes qui rencontrent des problématiques d'addiction, sur lesquelles ils peuvent à la fois essayer d'être informés, il y a une logique de prévention pour le coup, avec des mises en lien parfois avec des professionnels de santé. C'est des gens qui ne vont pas vers le soin de manière automatique, mais qui, par cette application, parfois, peuvent trouver une porte d'entrée. C'est pareil pour aussi les risques suicidaires. Il y a des patients qui sont en grande difficulté, enfin qui ne sont même pas patients encore, parce qu'ils ne sont pas dans le parcours de soins, mais qui éprouvent de réelles souffrances et qui trouvent dans l'application des fois des réponses à leurs questions et peut-être des contacts, ou un appel avec un numéro d'urgence, où quelqu'un va pouvoir leur répondre s'ils sont à la limite du passage à l'acte. Pareil, il y a une application aussi qui avait été faite. J'avais travaillé un peu avec Médecins du Monde, avec les prostituées de Paris, une application qui était mise en place pour qu'elles puissent, d'une certaine manière, alerter les autres femmes autour d'elles si elles étaient en situation d'agression. Donc bon, il y a aussi ça. Oui, il y a aussi ça dans le mot « app ».
Mais ça représente combien de pourcentage de l'usage quotidien des gens? Justement, c'est un appel peut-être aussi aux concepteurs à développer. Exactement. Alors je sais qu'il y a des enjeux effectivement financiers compliqués, mais Timothée, c'est pour vous la prochaine question. Vous entendez là moi, je trouve ça super intéressant. On travaille beaucoup avec d'autres personnes qui travaillent dans la tech, et ce sujet-là, moi, je le trouve intéressant. Et je trouve que là, on progresse. Yes. Il y avait une question, j'ai cru comprendre que quelqu'un... Et je vous oublie pas, Timothée, vraiment. Parce que ça glissait vers vous habilement, là. Bonjour. Bonjour. Déjà, ouais, je trouve ça hyper intéressant tout ce qui est dit. Et en fait, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Megan. Moi, j'ai un peu un souci avec le titre. Les apps mobiles nous rendent-elles malades? Moi, ce que j'entends là, c'est... Oui, il y a des applications mobiles qui nous rendent malades. Aujourd'hui, c'est principalement les réseaux sociaux. Et est-ce que c'est pas plutôt ça qui nous rend malade aujourd'hui? Parce que des applications mobiles, elles peuvent avoir plein d'usages, elles peuvent nous apprendre à faire plein de choses, elles peuvent être utiles pour plein de raisons. On peut apprendre de nouvelles langues. Nous, on travaille en ce moment sur des applications aussi pour mettre en avant des problématiques environnementales, des choses comme ça. C'est des apps mobiles où notre objectif, c'est de rendre le monde meilleur. Et c'est pas forcément des choses qui sont néfastes. Moi, le jour où j'ai arrêté les réseaux sociaux, je suis passé de 5 heures d'utilisation de mon téléphone à 1 heure. Parce qu'en fait, quand on enlève des trucs où leur seul objectif, c'est de nous faire perdre notre temps et de nous rendre addicts à cette perte de temps. Et vous avez réussi comment votre cure de désintox? Moi, j'ai tout désinstallé et j'y suis jamais retourné. Ça marche bien. Vous êtes suivi? Tout va bien? Oui. Du jour au lendemain? Oui, parce que je me rendais compte justement que j'y passais énormément de temps et que ça m'apportait rien, que par contre c'était pas mon smartphone, que c'était pas les applications mobiles le problème, c'était l'usage que j'en faisais de mon smartphone, et que potentiellement j'avais des applications qui étaient très utiles, ne serait-ce que pour gérer mes comptes, gérer des choses comme ça. Et c'est pas les applications mobiles qui me posaient problème, c'était justement celles qui cherchaient à me rendre addict pour du vide. Et ça... Alors, Timothée, peut-être la réaction à ce que disait Megan, suivie de la vraie question, n'est-elle pas les réseaux sociaux nous rendent-ils malades? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est pas moi, c'est les autres. C'est pas ce que je suis en train de dire. Le seul truc, c'est que notre intention en tant que concepteur à l'initiale, c'est effectivement d'être dans un monde meilleur qui vient résoudre des problèmes utilisateurs. C'est ça qui fait que je me lève le matin, moi, hein. Très clairement, c'est d'identifier un problème et de dire putain, on va réussir à résoudre ce problème pour telle personne. Enfin, je trouve ça incroyablement génial. Donc ça, c'est ce qui me motive. En revanche, ce qu'on va utiliser comme moyen de monétisation d'une app, et notamment, on peut parler des réseaux sociaux ici, alors, il y a deux choses. Premièrement, pour qu'une app fonctionne et qu'elle soit attractive, notamment pour des investisseurs, il faut qu'elle ait beaucoup d'utilisateurs. Comment avoir beaucoup d'utilisateurs? En rendant l'application gratuite d'accès. Ça, c'est la base. Une fois que tu as ça, tu dis mince, on ne gagne pas d'argent. Ah mince, bon, on va ouvrir à la publicité. Et en réalité, il y a une étude qui a été menée chez Facebook. Facebook gagne aujourd'hui $200 par an par utilisateur de publicité. 200 $200 par utilisateur. Par an, par jour. Je vais vérifier, je vais vous dire tout à l'heure. Et le seul truc, c'est qu'on a posé la question à des utilisateurs, est-ce que vous seriez prêt à utiliser Facebook pour $15 par mois? La réponse est non, en fait. Donc, ce mécanisme de business model, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on génère des revenus sur une application, et notamment des réseaux sociaux en l'occurrence, pour ne citer que eux, c'est la publicité. Donc, Facebook, pour parler de cet exemple-là, va utiliser des leviers pour nous faire rester le plus longtemps possible et revenir, que j'ai cité tout à l'heure, par exemple, comme le scroll infini, qui va faire en sorte qu'on va consommer de la publicité et donc générer des revenus pour Facebook. Donc il y a aussi ça, et quand on parle des applications ici dans le titre, on parle de toutes les applications, celles qui ont ce modèle économique-là, et il y a toutes les autres qui ont des modèles économiques à l'abonnement. Typiquement, tu payes un abonnement en tant qu'utilisateur, je suis prêt à payer 5 € par mois pour faire mes courses en ligne. Je dis n'importe quoi, mais voilà l'idée un peu sous-jacente. Une autre question? Bonjour. Alors, ce n'est pas vraiment une question, c'est plus une citation qui m'est venue au moment où vous parliez. Et c'est un proverbe américain qui dit, il me semble,
La télévision est le chewing-gum de l'œil. Le chewing-gum de l'œil. Ok. Et vous connaissez le... Non, je voulais le partager parce que c'était courageux. La télévision est le chewing-gum de l'œil. Mais vous en pensez quoi, vous? Non, parce que vous pouvez pas lâcher le micro comme ça maintenant. Qu'est-ce qu'il y a comme message pour vous derrière ça? C'est qu'en fait, naturellement, quand on est pris par quelque chose qui nous attire et qui vit, on le regarde. C'est comme quand on regarde un danseur sur scène. S'il danse bien, on continue à le regarder. On fait pas ça. Ouais. Mais si le danseur est radioactif, vous faites quoi? Comment? Si le danseur est radioactif, qu'est-ce que vous faites? Si je le sais à l'avance, je ne vais pas au spectacle. Donc là, c'est en train de nous sensibiliser à la radioactivité des danseurs. Les applications ne sont pas dangereuses au premier abord. Oui. Elles le sont de manière insidieuse. Mais il faudra le prouver. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que c'est une réflexion globale sur que c'est humain en fait de se sentir attiré. Est-ce que le proverbe vous inspire? Oui, mais il a raison. De mémoire, Merci. Pour attirer les 50 millions de foyers américains, la radio, pour que les Américains prennent l'habitude de regarder la radio, ça demandait 34 ans. De regarder la radio? D'écouter la radio. Pour regarder la télévision, de mémoire, 13-14 ans. Pour le web, 4 ans. Pour Google, 88 jours. 88 jours. Pour que la Terre entière. Et le problème, il est là. Le problème, je vous ai dit, on vit au-dessus de nos moyens. C'est-à-dire que ça nous envahit totalement. En 88 jours, la Terre entière a su utiliser Google, alors qu'elle a mis 38 ans à prendre l'habitude d'écouter la radio. C'est ça qui m'interpelle, moi. Au niveau, c'est cette rapidité qui fait le génome humain. Le génome humain, comme je l'ai dit, il évolue en fonction de ce qu'on a sur la Terre, et là, il n'aura pas le temps d'évoluer. C'est la première chose. Et la deuxième chose, comme vous disiez, c'est vrai que, je l'ai dit tout à l'heure, la télévision peut être active, mais ce qui me gêne, et il me l'a dit, c'est que ces écrans sont de smartphones, et toutes ces applications sont faites pour être plus actifs. Le brain hacking, la neuroscience, moi je suis malheureux que mes collègues psychiatres aient progressé autant en neurosciences. Parce que la neuroscience, à peine on fait un programme en neurosciences, boum, eux ils le savent et tac, ils l'utilisent. Quand on a vu l'hameçonnage que vous utilisez comme ça, mais c'est presque comme nous dans le sport de haut niveau. À peine on a trouvé une molécule, le PO, paf, le lendemain elle est sur le marché. On est fou, mais eux ils font la même chose. Mais je l'agresse pas lui, mais ils font la même chose. Ils font la même chose. Et moi, médecin, qu'est-ce que je vois là-dedans? Je crois que ça va pas, cette histoire, quoi. Une autre question, bonjour. Il y en aura d'autres après? Oui, une là-bas. Bonjour. Oui, bonjour, Cédric de Nantes. Moi, j'ai 3 enfants et ce qui me fait peur, justement, c'est... Quel âge ont-ils? De 5 à 15 ans. Et la difficulté, en fait, c'est qu'on voit que les pouvoirs publics ne sont pas vraiment emparés du sujet, parce que nous, en tant que parents, on fait au mieux, on sait que c'est dangereux, on limite, mais on ne peut pas complètement interdire, il y a des besoins. Ne serait-ce qu'au collège, maintenant, il y a de plus en plus d'applications pour faire les devoirs et autres. Donc, il y a une incitation, en fait, quotidienne, en fait, à aller sur les écrans. Pour adultes, c'est moins gênant parce qu'on sait gérer les applications, on en voit certains, on arrive à se sevrer, à gérer, pas de problème. Mais un enfant lui-même, ne serait-ce qu'une appli de devoir, il peut y passer 3 heures. Il y a plein de choses et c'est l'écran captive. Et donc, juste pour en venir là, j'ai l'impression, ma femme est médecin, que c'est pas quelque chose qui est encore. Ils savent que c'est les écrans, oui, c'est très dangereux. Par contre, vraiment, ce smartphone, il n'y a pas encore vraiment de moyens, de questionnaires, de techniques pour vraiment la prévention dont on parlait tout au début, qu'elle soit vraiment mise en place pour sensibiliser à la dangerosité des smartphones, parce qu'elle n'est peut-être pas encore vraiment prouvée, elle est complexe, et donc voilà, c'est sur moi, la jeune génération, que ça m'inquiète, parce qu'on en voit certains, des ados que vous devez suivre, ou jeunes adultes, qui sont maintenant complètement perdus là-dedans et qui n'arrivent pas à s'en passer. Merci. Donc est-ce que... C'est ça, on revient à une question qui était un peu au début sur l'encadrement. Qu'est-ce qui est fait comme sensibilisation? On en est où pour vous de la sensibilisation? Mégane parlait du point de départ, il y a 10 ans, je crois, Serge Tisseron et son échelle 3, 6, 9, 12. Quelles ont été les autres étapes? On en est où aujourd'hui? Il existe des normes, les normes AFNOR,
notamment sur la qualité Donc de l'écran. AFNOR, c'est un organisme certificateur. Oui, c'est ça, français, Ouais. officiel, sous forme d'association néanmoins, mais pas une association loi 1901, hein, Ouais. et qui travaille aussi avec l'Organisation mondiale du commerce, etc., enfin dans les instances internationales. Et qui émet les fameuses normes ISO, par exemple. Exactement, les NF, etc. Ok. Alors donc il existe pour les écrans donc des normes avec la luminosité, etc. Donc là pour la santé physique, hein, je dirais. Pour la santé mentale, moi j'en ai pas trouvé en préparant, et je vais même mettre une... Santé physique, juste pour finir là-dessus. Oui, en fonction de la voilà, la luminosité, ouais. les couleurs à utiliser, les pixels, le nombre de pixels. Ouais, clairement, c'est toutes les normes d'accessibilité pour faire en sorte que le produit soit accessible au plus grand nombre. Quand on va répondre à un marché public, par exemple, on va devoir répondre à ces normes pour pouvoir faire en sorte qu'elles soient utilisables au plus grand nombre. Ok. Voilà, donc il existe ça. Voilà. Mais en fait, je n'ai pas une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que ces normes-là, elles sont obligatoires sans l'être. C'est-à-dire que pour qu'elles deviennent obligatoires, il faut un arrêté ministériel. Et il y a très peu de normes, en fait, finalement, qui sont validées par un arrêté ministériel. Donc, lorsque vous engagez la responsabilité du professionnel qui n'a pas respecté la norme, si la norme n'est pas... au niveau de l'arrêté ministériel, en fait, sa responsabilité ne sera pas engagée. Alors, oui. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on peut faire, via un collectif de médecins et de psychothérapeutes ou de psychiatres, des normes pour aller vers l'amélioration des écrans? Pour l'instant, ça existe, j'en ai pas trouvé. Le problème, il sera toujours le même. Timothée, juste avant, pardon. Le problème sera toujours le même, c'est-à-dire qu'il faut aller... Moi, ce qui m'inquiète, pourquoi ce soir, je fais un autre débat, ça va être pareil. Ce qui m'inquiète, c'est on va encore creuser, on creuse les inégalités sociales avec ce problème-là. C'est-à-dire que si on fait un collectif, on va être écouté par qui? Convaincre les convaincus, on sait tous faire. On va être écouté par les convaincus. Or, le problème actuellement, c'est comme quand on a introduit l'alcool, c'est comme quand on a introduit la cigarette. C'est les plus pauvres, les plus défavorisés qui se jettent sur ces produits-là. D'accord? Et qui se jettent d'autant plus que le produit, il est gratuit, tu l'as dit. Ils se jettent sur ces produits-là. Facebook est gratuit, on se jette sur ces produits-là. Donc c'est pas la même échelle de temps. Il y a une urgence à agir et vous déplorez le fait que ça prenne trop de temps. encore plus ce smartphone creuse encore plus ces inégalités sociales. On n'a pas besoin de ça. Timothée? Je me pose beaucoup la question de qu'est-ce qu'on pourrait légiférer, en fait. Là, pour protéger les enfants, par exemple, les plus jeunes, alors que ce soit politique ou via le droit, quoi. Qu'est-ce que c'est? On interdit le scroll infini? On interdit les notifications push sur vos téléphones qui vous obligent à retourner dans l'application? En fait, c'est tous ces moyens, toutes ces techniques qui sont employées pour vous faire revenir sur l'application, qui, elles, peuvent être dangereuses parce qu'elles nous font passer un temps certain sur l'application. Mais là, j'ai un problème conceptuel de dire, attends, on nous interdit finalement l'innovation. Je ne sais pas si je dois m'exprimer comme ça, compte tenu des conséquences qu'on vient d'exprimer, mais voilà, je ne comprends pas trop de quoi on parle quand on dit légiférer. Non, parce que je suis la première à vraiment respecter la liberté et la promouvoir. Donc non, c'est pas ça. Mais peut-être alerter, c'est-à-dire s'il y a des pop-up, vous savez faire ça, des pop-up qui alertent, qui demandent une validation d'un parent, par exemple, lorsque c'est un tout petit bambino qui l'utilise. Ça peut être aussi une alerte de temps en temps en disant, là, ça fait quand même 35 minutes que tu es dessus. Et, sauf qu'aujourd'hui, on a légiféré notamment sur les cookies. La première chose qu'on fait en arrivant sur un site, c'est de cliquer sur refuser ou accepter. Moi, ça, c'est quelque chose qui me rend fou, que la première action qu'on fasse sur un objet numérique comme un site web, ce soit d'accepter ou de refuser ce consentement de l'utilisation de mes données. Il y a un truc parfois où... Je ne comprends pas pourquoi ça vous rend fou. C'est normal qu'on nous pose la question. On ne nous a pas posé la question pendant des années et personne n'a vraiment pas trop dit grand-chose. Le seul truc, c'est que la première action qu'on fait aujourd'hui, c'est une... Non mais... c'est conscient comme ça. Vraiment? Bah oui, je sais pourquoi je clique. Je cherche le continuer sans accepter qui est marqué en tout petit généralement. Je le trouve pas, on me dit mon site peut pas exister. Enfin, non, c'est... Je sais pas, moi, soit je trouve ça mal intégré, soit en tout cas, c'est pour moi
un exemple de légiférer qui a eu lieu dans le passé et qui nous fait aujourd'hui hériter sur les sites internet d'une première action qu'on demande à l'utilisateur avant de rentrer, de est-ce que tu veux pas. Timothée, il faut qu'on parle. Ouais, j'avoue que moi-même, je suis en train de me... On a d'autres questions. Il y a Madame en bleu qui attend depuis 10 bonnes minutes. Il est 19, on y va, on fonce. Oui, Madame en bleu. Je réagis par rapport... La jeune fille en bleu, pardon, bonjour. Bonjour. Je réagis par rapport aux commentaires sur la télévision, où la télévision de base, c'était un petit peu avoir du temps de cerveau disponible et donc de caser de la publicité. Et du coup, ma question, c'est plutôt par rapport au modèle économique des applications, et c'est fameux modèle freemium, où dans le modèle freemium, le but est de faire revenir l'utilisateur pour caser de la publicité, donc on revient un peu à la problématique de la pub. Et comment on pourrait faire pour transformer cette partie-là? Est-ce que c'est ça une partie de la problématique? Et la deuxième problématique que je voulais évoquer, c'est les KPI en tant que PM ou en tant que directeur digital auquel apprend en cours tous les jours, qui s'appelle Daily Active User, qui s'appelle reconnexion et qui s'appelle rétention. 2 questions, vous les avez entendues? Sur la première partie de la question, sur la monétisation, pour refuser cette publicité. Je préférerais d'ailleurs qu'on me demande est-ce que je veux de la publicité sur un site quand j'arrive ou est-ce que j'accepte moi de payer tous les gens qui sont derrière le site, plutôt que vous avez compris mon point de vue sur le point précédent. Et du coup, c'est ça en fait. La question elle est juste là. Comment est-ce qu'on génère du revenu? Est-ce que tu acceptes la publicité ou est-ce que tu préfères payer le service? Je vous racontais l'étude tout à l'heure qui dit que finalement, non, les gens ne sont pas prêts à payer le service. Donc là, c'est nous, en tant qu'individu, en tant que société qu'on est en train de créer, est-ce qu'on est prêt à avoir plusieurs abonnements sur notre application, sur notre téléphone, sur notre smartphone, peut-être avoir moins d'applications, mais de vraiment être prêt à payer le service qui est proposé derrière. Et la deuxième question, on peut redonner le micro? Ouais, la notion de rétention. Effectivement, il y a un modèle derrière ce que je suis en train d'expliquer. On va acquérir, activer et retenir l'utilisateur. C'est 3 phases sur lesquelles on travaille, des déclencheurs pour faire en sorte qu'ils reviennent notamment sur la rétention. Là, les KPI, ils sont très spécifiques. Donc, les indicateurs sont très spécifiques. Les indicateurs de performance sont très spécifiques d'une application à une autre. Il y en a une où on va estimer, on va parler de fréquence. Donc nous, on va par exemple se dire pour tel type d'utilisateur, on aimerait qu'il passe 3 minutes par jour sur l'application pour réaliser cette action principale. C'est un peu ça le schéma qu'on dessine. Et donc on va regarder cet indicateur. Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on n'y est pas? Si on n'y est pas, c'est qu'il y a un problème dans le parcours. Et donc on va redessiner le parcours pour atteindre cet indicateur. Alors une toute dernière question, je crois que c'est monsieur au fond. Je vous ai vu madame et monsieur en bleu, je ne peux pas vous passer le micro. Il n'y avait pas monsieur en blanc? Si, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Moi je travaille à Ubisoft, donc dans le jeu vidéo. Donc on a exactement les mêmes problématiques pour la rétention et tout ça. Donc je suis vraiment pas d'accord avec tout ce qui est légiféré. Alors je suis d'accord que cliquer sur OK, sur les cookies, c'est un petit peu embêtant, mais on s'y fait. Et notamment dans le jeu vidéo, il y a un bel exemple en Belgique et dans d'autres pays où ils ont interdit ce qu'on appelle les loot box. Donc c'était des boîtes où on pouvait... Enfin, c'était des jeux de hasard, en quelque sorte. Et ils ont totalement interdit ça. Et donc, notamment un grand jeu que tout le monde connaît qui s'appelle FIFA a dû retirer les loot box de tous ces jeux de foot. Et ils ont très bien survécu derrière. Bon, bien sûr, ils font un peu moins d'argent peut-être dans ce pays-là. Ça pose toutes des questions plutôt sur le capitalisme, ça c'est autre chose. Mais du coup, je pense qu'il y a moyen de légiférer les applications, interdire peut-être le scroll infini, les doses de dopamine, peut-être limiter le nombre de pubs vues par personne, des choses comme ça. En tout cas, je pense qu'il y a des solutions et dire ouais, ça va être relou d'appuyer sur OK à chaque fois qu'on arrive sur une application, je pense que ce n'est pas forcément la solution. J'ai 2 points pour répondre. Le premier, c'est que juste sur les cookies dont je parlais tout à l'heure, je pense qu'un fonctionnement dans la partie légiférée qui dirait que c'est la propriété du navigateur et qu'on déclarerait dans notre navigateur un paramètre qui dit oui, j'accepte ou non, j'accepte pas, mais pour l'intégralité des sites, plutôt que de devoir le faire à chaque visite. C'est ça que je cherchais à dire tout à l'heure. Et sur la question, en l'occurrence, que je suis en train de perdre...
Les lootbox? Ah oui. Typiquement, aujourd'hui, TikTok n'a pas attendu qu'on légifère sur la question, puisque il y a une nouvelle fonctionnalité qui existe, et notamment qui est proposée aux plus jeunes, moins de 18 ans, je crois, peut-être la limite est un peu inférieure, qui dit qu'au bout de 60 minutes de consommation d'écran, tu as une fenêtre qui te dit ça fait 60 minutes que tu es là, est-ce que tu veux vraiment continuer? Donc il y a aussi les concepteurs qui commencent un peu, et TikTok est pas un des moindres, plus de 1 milliard d'utilisateurs, qui commencent un peu à jouer le jeu de la prévention. Eh oui, mais il faudrait ajouter, ça fait 60 minutes que tu es là, ton diabète vient de prendre 20% de risque supplémentaire. Hein? Non, mais tu vois, le message complet, quoi. Et je vais conclure je voulais juste répondre sur TikTok, s'il vous plaît. En fait, la seule différence, c'est que TikTok est une entreprise chinoise. Oui. Et donc, c'est la Chine qui a imposé ces 60 minutes. C'est peut-être ce que vous vouliez dire. Oui. Et donc, en fait, c'est une loi qui a imposé à TikTok de faire ça. Et c'est vrai qu'ils l'ont fait de façon internationale. C'est vrai. Ça fait aussi Good Guy et tout ça. Oui, c'est vrai. Mais sur TikTok, juste, je vais finir par là parce que faut pas avoir. Mais moi, je viens de Brest, et nous, à Brest, on a levé l'histoire du Mediator. Vous savez, le Mediator, c'est ce produit qui a été détourné, c'est un produit contre le diabète qui a été détourné pour être un coupe-faim. Ça fait 1500 à 2000 morts, en gros. L'Ozempic, ce nouveau produit contre le diabète, pareil que le Mediator, 600 millions de vues sur TikTok, d'accord, pour dire que c'était un produit pour maigrir. J'imagine le Mediator, ouais, avec le marketing de l'époque, rien du tout. Et l'Ozempic, maintenant, combien de morts ça va faire? C'est ça que je reproche à ça. C'est-à-dire que nous, médecins, ça nous explose à la figure. J'ai demandé à Irène Frachon, qui est la grande prêtresse de l'histoire de Mediator, je lui ai dit, imagine le Mediator avec la puissance des réseaux sociaux, la puissance du marketing actuel des influenceurs, combien de morts il y aurait? Elle me dit, je ne veux pas te répondre à cette question-là. C'est ça qui m'interpelle, moi. Quelque chose qui nous... c'est un tsunami, cette histoire. C'est un tsunami. La vague se forme, on ne s'en rend pas compte, on est là tous gentils, tous bien, ça va s'écrabouiller sur nous. Et là, on dira encore, alors là, les médecins, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? On fait, voilà, une réunion. On était au Web Today. On était au Web Today. Oui, vous répondrez ça. Et ce soir à Bordeaux. Voilà. Bon, merci beaucoup à vous quatre d'être intervenus. Merci à vous d'avoir participé et posé toutes ces questions. Vous pouvez les applaudir. Stop acting so small, because you are the universe in ecstatic motion.